Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire exclusif organisé par Finance Montréal, la grappe financière du Québec, en collaboration avec le programme des gestionnaires en émergence du Québec. Je me présente, je suis Florian Roule, directeur principal stratégie et partenariat pour Finance Montréal, responsable finance durable également, et j'aurai l'honneur d'être votre maître de cérémonie pour ce webinaire virtuel d'1h30 qui va nous réunir tous ensemble. Permettez-moi peut-être de vous présenter très rapidement le contexte de notre webinaire. Vous le savez, le programme des gestionnaires en émergence du Québec est un programme unique au pays qui vise justement à favoriser l'accélération et la croissance de firmes de gestion d'actifs émergentes. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour pouvoir célébrer son 5e anniversaire ainsi que souligner un investissement récent, stratégique, qui totalise quelques 110 millions de dollars pour favoriser donc l'essor des firmes de gestion émergentes au Québec et de soutenir l'ensemble de l'écosystème de la gestion d'actifs québécoise. Le PGEC est un véritable moteur de croissance pour l'entrepreneuriat financier et vise vraiment à promouvoir la création d'emplois de qualité dans le secteur de la finance au Québec. Au cours de la prochaine heure et demie, nous allons pouvoir présenter l'historique du PGEC, passer au travers de sa gouvernance et les bénéfices que ce programme a également en termes d'impact pour les allocateurs d'actifs, les investisseurs institutionnels. Donc, nous aurons le plaisir de pouvoir avoir une présentation du PGEC de quelques minutes, suivie par un panel de discussion qui sera modéré avec des firmes de gestion qui sont dans le PGEC ou gradués du PGEC, et ça sera suivi également donc d'une période de présentation d'une vingtaine de minutes avec les firmes de gestion qui sont actuellement dans le programme, de façon à ce que vous puissiez faire davantage de connaissances sur ces firmes-là, les stratégies qui sont en œuvre et les classes d'actifs qui sont gérées par ces dernières. Sans plus tarder, j'ai le plaisir de pouvoir appeler Jacques Deforge, qui est le directeur général de Finance Montréal, de façon à pouvoir dire quelques mots de bienvenue. Jacques, à toi la parole. Merci Florian, toujours un plaisir de participer aux événements que tu animes, et bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors ça me fait très plaisir, je serai assez bref parce que je sais d'ores et déjà que vous voulez entendre les prochains et qui sont certainement plus intéressants que ce que je vais vous dire, mais je tenais quand même à souligner les 5 ans en remerciant un certain nombre de personnes et un certain nombre de joueurs qui ont pu contribuer au succès du PGEC. Évidemment, des gens qui ont de l'entrepreneuriat dans les veines. Alors, je tiens à souligner donc la contribution de Vital Prou, de Stéphane Corriveau, qu'on va pouvoir entendre un petit peu plus tard. Des entreprises qui sont des joyaux chez nous. Innocap avec François Rivard, qui a certainement contribué beaucoup par leur rayonnement international, leur excellence opérationnelle, sont des ingrédients essentiels dans la gestion d'actifs, on le sait tous. Comment oublier nos contributeurs, nos détenteurs d'actifs, la Caisse, le Fonds de solidarité, le Fonds d'action, Investissement Québec, Florian l'a mentionné, 110 millions de nouveaux fonds arrivés en pleine pandémie, c'est à remarquer. Tous les gens qui sont sur le comité aviseur, qui ont pu en faire partie, qui en feront partie parce qu'ils amènent une dose d'excellence absolument unique pour les différentes entreprises. Et également, je tiens à souligner tous les gestionnaires en émergence qui sont passés par le PGEC, qui vont passer par le PGEC ou qui en ont gradué. Donc, très heureux d'avoir tous ces gens-là réunis autour de la table. Parce qu'en quelque sorte, puis ce sera le mot essentiel de mon message aujourd'hui, c'est que le PGEC, ça démontre la capacité qu'a l'industrie financière du Québec de se mobiliser autour d'un objectif commun. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui est unique. Il faut absolument le reconnaître d'une part, l'entretenir, le chérir, parce que ça fait toute la différence. Et vous le savez, on a des ambitions pour notre secteur financier au Québec. On veut qu'il se développe, on veut qu'il soit à la fine pointe dans tous les domaines, que ce soit la finance durable ou autre. Et donc, il faut aujourd'hui, je pense, célébrer cette capacité d'union, cette capacité de collaborer entre tous les joueurs de l'écosystème au Québec. Et nous, on est très fiers d'être au milieu de ça. Et d'ailleurs, l'aventure se continue car, pour ceux qui ne le savent pas, nous animons avec, encore une fois, pratiquement tous les participants à l'industrie, un chantier qui vise à identifier d'autres pistes de croissance au niveau de la gestion d'actifs au Québec. Donc, c'est quelque chose qui nous occupe cette année, qui devrait aboutir fin 2021, début 2022. On sera heureux d'en partager les conclusions éventuellement. Donc, encore une fois, bienvenue à tous. Merci de votre présence. Merci à tous les gens qui ont contribué à bâtir le PGEC. Et je crois que Florian, c'est à ton tour de passer la parole au suivant.
Merci Jacques pour cette introduction. Comme vous le constatez, l'entrepreneuriat financier est vraiment au cœur de l'ADN de notre place financière. Et c'est important et stratégique de pouvoir soutenir la croissance des firmes de gestion d'actifs. Et pour cela, j'ai le plaisir d'appeler Caroline Cartier-Aurich du programme des gestionnaires en émergence du Québec, ainsi que Caroline Bergeron d'Inocap pour pouvoir présenter davantage le programme. Caroline, à vous la parole. Bonjour, merci Jacques, merci Florian, bonjour à tous. Merci d'être parmi nous ce matin pour souligner le 5e anniversaire du programme des gestionnaires en émergence du Québec, bien connu comme le PGEQ, en espérant vous voir célébrer en présentiel bientôt. Pour débuter, j'aimerais vous présenter un survol du programme. Ensuite, Caroline Bergeron vous présentera Inocap, qui encadre le PGEQ et qui assure sa structure institutionnelle. Elle pourra vous exposer les bénéfices de cet investissement d'impact pour l'écosystème financier québécois ainsi que pour les investisseurs. Ensuite, pour vraiment démontrer les bénéfices directs du programme pour les gestionnaires, nous passerons au panel de discussion avec 3 gestionnaires du PGEQ à des stades différents de leur croissance. Et pour conclure, François Rivard, président d'Inocap, va se joindre à nous pour le mot de la fin. Florian, si tu veux changer la présentation. Alors, en 2016, Inocap et Finance Montréal annonçaient le lancement du PGEQ, un projet qui a vu le jour dans le cadre du chantier Entrepreneuriat de Finance Montréal, tel que mentionné, grâce à la collaboration de Stéphane Corriveau d'Alphafix, Vital Proulx d'Exaves et François Rivard d'Inocap. Exaves avait grandement bénéficié de programmes de gestionnaires en émergence aux États-Unis pour supporter sa croissance. Donc, Vital souhaitait reproduire un modèle similaire au Québec pour aider les nouvelles firmes et redonner à la communauté. Donc, le fonds PGEQ a été lancé suite à une levée d'actifs de 250 millions, un projet piloté entièrement par des acteurs bénévoles de l'industrie. Les objectifs du programme sont de soutenir l'écosystème financier québécois, c'est-à-dire de créer des emplois de qualité, conserver le talent local et de donner un avenir pour tous nos finissants en finance universitaire. D'encourager les meilleures pratiques d'affaires grâce à l'expertise d'Inocap et le mentorat des membres du comité aviseur pour aider les firmes à s'établir sur le marché institutionnel. De promouvoir les gestionnaires d'ici, promouvoir l'investissement local tout en favorisant le rayonnement de nos gestionnaires sur la scène internationale. Plusieurs investisseurs québécois de grande renommée supportent des firmes de gestion d'actifs québécoises bien établies. Depuis le lancement du PGEQ, on compte plusieurs joueurs importants parmi nos investisseurs. Leur engagement et leur confiance constituent une reconnaissance concrète du talent de nos gestionnaires et de la contribution du PGEQ. Nous avons la chance au Québec d'avoir des allocataires, parfois même des compétiteurs qui collaborent dans plusieurs projets communs pour le bien de la communauté. Ça a été mentionné, en février dernier, le PGEQ était très fier d'annoncer un investissement stratégique de 110 millions de dollars pour promouvoir les gestionnaires québécois et soutenir l'écosystème de gestion d'actifs. Le gouvernement du Québec a investi une somme de 50 millions dans le fonds PGEQ par entremise d'Investissement Québec. De plus, la Caisse de dépôt, le Fonds de solidarité et Fonds d'action, des investisseurs piliers du PGEQ, ont aussi effectué une contribution additionnelle. Cet investissement stratégique permet l'ajout de 4 nouveaux gestionnaires, une meilleure diversification, et vous aurez la chance de voir nos nouveaux gestionnaires en présentation un peu plus tard. Ça a aussi permis un accroissement de la visibilité du programme qui a généré de nouvelles candidatures de grande qualité. Suite à cet investissement stratégique, le fonds PGEQ a maintenant près de 400 millions d'actifs sous gestion, composés d'un volet traditionnel et d'un volet alternatif. Nous avons présentement 10 firmes qui gèrent différentes stratégies pour le PGEQ. Alors et Associés, Applied Research, EvoVest, Galian, Lester, LionGuard,
Lawrence Steinberg, Investissement Montgomery, Nimbus Capital et Tonus Capital. Je tiens à mentionner que Nimbus a récemment fait l'acquisition de Landry et de Perseus pour augmenter sa portée. Notre processus de sélection repère des gestionnaires qui souhaitent accéder au marché institutionnel, qui ont une approche disciplinée au placement, des firmes qui ont besoin de capital pour bâtir un historique de placement ou de mentorat ou de coup de pouce opérationnel pour bien démarrer sur des bases solides pour percer le marché institutionnel. Je dois aussi faire mention de nos gradués. Global Alpha, qui a connu une forte croissance de ses actifs au cours des dernières années, et aussi l'équipe de Razorbill qui a joint les rangs d'Optimum pour gérer leurs revenus fixes. Suite à la notoriété du programme, nous avons beaucoup d'appels et plusieurs nouvelles candidatures sont présentement en processus de vérification diligente avec InnoCap. Sur ce, je vais maintenant laisser Caroline vous présenter. Donc, Caroline Bergeron, directrice relations investisseurs chez InnoCap. Merci, Caroline. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas InnoCap, InnoCap est une plateforme de compte géré qui travaille avec certains des plus grands allocateurs au monde pour leur permettre d'investir dans différentes classes d'actifs dans une structure avec davantage de gouvernance, de contrôle et de transparence. Alors, InnoCap fait partie de l'histoire du PGEQ depuis le premier jour. Dès le début du programme, InnoCap a participé à la structuration du programme, à la mise en place d'une saine gouvernance, à une gestion des risques rigoureuse et à un processus de suivi en continu des gestionnaires sélectionnés. Le mandat d'InnoCap englobe les tâches suivantes. Donc, structurer des véhicules d'investissement sur mesure, soit la coquille légale du fonds PGEQ, superviser la sélection des fournisseurs de services. On parle donc de l'administrateur, des différentes contreparties pour les gestionnaires alternatifs, du gardien de valeur, etc. Réduire et contrôler les risques. On parle ici de réduire les risques opérationnels, notamment, comme InnoCap contrôle tout ce qui est lié au paiement, au transfert d'argent à partir du fonds. Mener la revue diligente, donc auprès des gestionnaires avant qu'ils soient inclus dans le programme, mais aussi tout au long de leur participation au programme de façon trimestrielle. Surveiller le respect des limites du mandat de gestion, donc s'assurer que les gestionnaires respectent leur politique d'investissement, celle qui a été convenue au lancement du fonds. Et assurer la gouvernance indépendante du fonds, donc en faisant le pont entre le comité aviseur, le conseil d'administration et les différents comités du PGEQ. Un processus clair et perfectionné au fil des ans est établi afin de rechercher, sélectionner et suivre l'évolution des gestionnaires à travers leur mandat. À noter que tous les gestionnaires qui sont peut-être ici présents ou ceux qui pensent lancer une firme dans les prochaines années sont invités à nous contacter en tout temps et à poser leur candidature auprès du PGEQ. Vous trouverez tous les contacts sur notre site Internet. La gouvernance est un point central au PGEQ. Donc, en plus de son conseil d'administration, le comité aviseur composé d'experts de notre écosystème se rencontre au moins tous les trimestres pour discuter de tous les enjeux du PGEQ. Des sous-comités ont aussi été créés, notamment sous-comité construction de portefeuille, sélection de gestionnaires, pour parler d'enjeux un peu plus précis en plus petits groupes. Toutes les recommandations sont ensuite présentées au conseil d'administration pour leur approbation finale. Donc, vraiment un cadre de gouvernance très bien encadré et établi depuis les 5 dernières années. Vous voyez ici la liste des membres bénévoles qui composent le comité aviseur et le conseil d'administration. Donc, on voit des gens très connus de notre industrie et de notre écosystème financier ici au Québec. Et juste rappeler que le comité aviseur a pour mission de guider le processus de sélection de gestionnaires, la construction de portefeuille, puis le suivi de la politique de placement. Après 5 ans, nous sommes très fiers de dire que le PGEQ poursuit sa trajectoire et est maintenant un incontournable de notre écosystème financier. 5 ans, ça veut aussi dire 5 ans d'historique de performance et de valeur ajoutée. Ça veut dire une belle croissance des firmes sélectionnées qui sont maintenant bien positionnées pour recevoir des allocations directes de nos investisseurs institutionnels. Ça veut dire aussi de nouvelles candidatures super intéressantes. On remarque des gestionnaires de New York ou de Toronto qui reviennent s'établir à Montréal pour lancer leur firme, mais aussi des gestionnaires qui quittent des firmes québécoises de grande renommée pour partir leur propre entreprise ici au Québec, sachant que le PGEQ est là pour les supporter. Ça veut dire aussi une crédibilité du programme qui s'est établi ici au Québec, mais aussi une crédibilité au niveau canadien et même à l'extérieur du pays.
Le PGEQ est définitivement un investissement d'impact au Québec parce qu'il est un vecteur de création d'emplois et de développement économique local. Un secteur de la gestion d'actifs indépendante fort, ça veut dire plus de possibilités pour nos étudiants qui sortent des universités, plus d'emplois de qualité créés ici au Québec et plus de retombées positives pour les différents fournisseurs de services locaux qui appuient l'industrie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Une augmentation moyenne de 28 du nombre d'employés, une augmentation moyenne de 132 des actifs sous gestion. Le PGEQ remplit sa mission d'assister les firmes dans leur développement ici au Québec. De façon encore plus concrète, les bénéfices pour les investisseurs du PGEQ sont la sélection et le suivi de gestionnaires par l'équipe d'experts d'INOCAP, la diversification de leurs sources d'alpha en accédant à des nouvelles stratégies d'investissement, mais aussi la diversification du type de gestionnaire avec qui ils investissent ici, avec des gestionnaires émergents. Ça permet, en limitant les risques, notamment opérationnels, de suivre des gestionnaires émergents qui pourraient un jour devenir les gestionnaires phares du Québec. Et côté investissement responsable, qui est une des valeurs fondamentales du PGEQ. Tous nos gestionnaires sont signataires PRI, puis on essaie de les appuyer dans toutes leurs initiatives ESG. Caroline, je te repasse la parole. Merci, Caroline. Donc, maintenant, pour démontrer les bénéfices pour les gestionnaires, quoi de mieux que de l'entendre de leur propre bouche? Alors, on vous a préparé un panel de discussion modéré qui sera animé par Stéphane Corriveau, président d'AlphaFix et membre fondateur du PGEQ, qui est toujours très impliqué et très généreux de son temps. Qui sera joint par Pierre Sijevich, directeur général de la distribution chez LionGuard Capital. LionGuard, qui est une des toutes premières firmes du PGEQ depuis 2016, avec un mandat en action petite capitalisation canadienne et le Fonds conservateur pour la stratégie alternative. J'inviterai aussi Amira Strasser, présidente associée de Applied Research. Applied Research, qui est le Fonds d'action mondiale, un mandat depuis juillet 2019. Et aussi Carl Dussault, président d'Evovest, qui vient de recevoir un mandat en mars dernier en action mondiale, aussi basé sur l'intelligence artificielle. Carl, qui était en discussion avec nous depuis 2017, depuis les tout débuts de l'élaboration de sa firme. Alors, je vais maintenant céder la parole à Stéphane pour l'animation du panel. Merci beaucoup, Caroline. Donc, à mon tour, bienvenue à tout le monde. Je ne peux pas passer sous silence, dans le fond, l'implication du comité aviseur et des membres du conseil d'administration qui sont tous des membres bénévoles. Donc, merci à tout le monde là, de votre implication là, parce que c'est grâce à vous là, qu'on a des belles réussites aujourd'hui. Fait que moi, aujourd'hui, c'est un rôle assez facile. Dans le fond, je vais poser des questions à nos trois dans le fond, nos trois personnes du panel et je vais en même temps contrôler le temps. Si au cours des discussions, vous avez des questions, vous pouvez utiliser dans le fond la session Zoom là, pour les poser, puis on va les intégrer dans la discussion. Donc, on va commencer avec une première question, dans le fond, qui est assez simple, mais qui est importante. Donc à nos trois invités. Donc, quel a été l'impact d'un mandat du PGEQ sur le développement de votre firme? Donc, on va commencer avec Pierre. Merci Stéphane. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue, de vous remercier autant les participants aujourd'hui que les organisateurs, le PGEQ, INOCAP, Finance Montréal pour ce bel événement. Écoute, Stéphane, je pense qu'au niveau des avantages qui proviennent de participer dans le programme du PGEQ, pour une firme comme LionGuard, il y en a de très nombreux. Je pourrais probablement les réunir sous 4 catégories. Je dirais que la première, c'est surtout au niveau de l'exposition, de la visibilité, de la crédibilité que ça donne à une firme qui est en émergence, d'avoir été sélectionné par un programme de la trempe du PGEQ avec des investisseurs institutionnels de calibre international. Après avoir passé à travers un processus de revue diligente
qui est vraiment approfondi, rigoureux. Donc, c'est définitivement une expérience qui est inestimable pour les jeunes firmes qui sont en émergence et qui ont la chance d'abord soumettre leur candidature pour une allocation du PGEQ et ensuite de ça, évidemment, d'être sélectionnés. En deuxième lieu, je dirais que le suivi et la gouvernance continue de calibre institutionnel, c'est un élément qui est aussi très important. Caroline en a parlé un petit peu plus tôt là, de ce qui est fait de façon trimestrielle. En fait, là où ça vient jouer un rôle important, c'est que ça familiarise tous les intervenants au sein des gestionnaires avec les processus relationnels qui vont avoir à gérer à mesure qu'ils vont croître. Donc, lorsqu'on arrive devant un investisseur institutionnel, on a déjà cette connaissance-là, cette expérience-là d'être encadré de cette façon-là. Et ça, évidemment, ça vient jouer un rôle important lorsque vient le temps de soumettre notre candidature ou de répondre à des appels de candidature pour des mandats plus importants au niveau institutionnel. En troisième lieu, et ça, en fait, j'ai un exemple, c'est drôle parce que ça donne comme ça un exemple vécu hier. Donc, en fait, un autre aspect important, puis encore là, l'autre Caroline en a parlé un petit peu il y a quelques minutes, le soutien, le mentorat, les conseils qui sont offerts dans le cadre du PGEQ, principalement par le comité aviseur. Hier, j'ai eu l'immense privilège d'avoir une discussion avec un des membres du comité aviseur sur, en fait, les voies à entreprendre par LionGuard pour passer de manière fluide à la prochaine phase de croissance de la firme qui va être celle où on s'attend à avoir de plus en plus d'allocations substantielles de la part d'investisseurs institutionnels. Puis évidemment, dans la vie de n'importe quelle entreprise, mais je pense que dans le contexte de la gestion de portefeuille, c'est encore plus vrai. Il y a beaucoup de choses qu'on essaie, il y a beaucoup d'essais-erreurs et le fait d'avoir accès à ce genre de conseils-là, d'allocateurs qui sont dans le marché, qui sont parmi les plus sophistiqués dans le monde et qui peuvent nous aiguiller sur les bonnes décisions à prendre ou disons, les directions qui sont les plus à même de nous apporter du succès. Ça nous permet disons, d'allouer nos efforts et nos ressources de façon beaucoup plus efficace que si on avait à tester des choses par nous-mêmes sans avoir de guide de cette façon-là. Et puis finalement, le dernier point que je mentionnerais, puis bon, je ne veux pas prendre tout le temps non plus, mais le dernier point que je mentionnerais qui a été très important pour LionGuard, je pense qui est important pour les autres gestionnaires aussi, c'est que le fait d'avoir accès à un bassin de capital stable comme celui du PGEQ, ça permet vraiment à une firme de gestion de portefeuille en émergence de se concentrer sur ce qui va être le plus important pour son succès à long terme dans le futur. Le développement de la fonction de recherche, l'embauche de talents clés, la mise en place d'un front et d'un back-office de calibre institutionnel, l'implantation de systèmes, de politiques, de procédures, etc., sans avoir à se préoccuper jour après jour des actifs sous gestion qui, on le sait, vont déterminer si la firme va survivre ou va s'éteindre. Donc, cette présence-là d'un capital stable permet vraiment aux firmes de bâtir une firme crédible, solide, qui va pouvoir passer à travers des années, puis de se concentrer vraiment sur l'accumulation d'un historique de rendement convaincant qui va déterminer son succès à long terme. C'est excellent. Merci beaucoup, Pierre. C'était très clair. Puis, chose importante à noter, LionGuard est là depuis le début. Puis, c'est une de nos firmes qui, dans le fond, qui a commencé départ, puis qui s'est le plus épanoui. Fait que continuez votre beau travail. Maintenant, on va passer à une deuxième personne, donc Amira, qui est, dans le fond, présidente de Apply Research. Il faut dire que Apply Research, c'est la firme du PGEQ qui a eu la plus grosse croissance en termes d'actifs sous gestion rapidement. Donc, on vous félicite et on vous encourage à continuer dans la même direction. Donc, Amira, on t'écoute là-dessus. Oui, bonjour. Merci Stéphane. Je tiens vraiment à remercier et à féliciter les nouveaux gestionnaires qui se joignent au groupe, à la famille. Et je tiens à remercier Caroline, les deux Carolines de InnoCap, le comité aviseur et tous les allocateurs et les gestionnaires aussi qui passent énormément de temps à travailler en coulisses et qui ne sont pas en face des caméras. Donc, vraiment, merci à tous pour votre support.
Pour ce qui est des avantages à faire partie du programme de PGEQ, je pense que pour nous, les chiffres vraiment parlent de l'impact. Applied Research a été décidé comme une stratégie, la stratégie globale, il y a 2 ans. On a commencé avec un 20 millions canadiens. Aujourd'hui, on a quadruplé pratiquement nos actifs sous gestion, comme Stéphane le mentionnait, durant une période difficile, une période de Covid, où bien sûr le développement d'affaires n'est pas aussi facile et un petit peu différent d'un contexte un peu plus normal. Donc, ça a été quand même un gros coup de pouce de la part on a été bien sûr aidé par un fonds de pension montréalais, ce qui nous a énormément aidé au départ, mais définitivement l'infrastructure InnoCap, les conseils d'InnoCap et la visibilité qu'ils nous ont donnée localement à Montréal nous a permis d'aller chercher des fonds à l'extérieur. Je tiens à noter pour ce qui est de l'impact du PGEQ, c'est une industrie à forte valeur ajoutée au Québec qui exporte ses services à l'extérieur du Québec, donc un avantage inestimable dans l'industrie au Québec. Excellent, merci beaucoup, Amira. On va maintenant passer à notre le petit dernier qui fait partie, dans le fond, des recrues des nouveaux gestionnaires. Donc, Carl de Evoves, qui a une stratégie d'action mondiale qui utilise l'intelligence artificielle. Donc, la parole est à toi, Carl. Merci Stéphane. Merci à tous pour l'organisation de ce panel. Peut-être pour les impacts du PGEQ pour nous, je les mettrais en 5 catégories, étant donné que c'est très récent. Tout d'abord, je pense, comme Caroline a mentionné au début, quand j'avais quitté mon emploi en 2017, j'avais été appliqué pour avoir un petit peu tous les détails en entour de ça. Je pense vraiment que cette première étape-là, c'est d'avoir un engagement, développer une entreprise de gestion de portefeuille au Québec, puis de voir tous les défis qui s'y rattachent. On ne se le cachera pas, il y en a plusieurs à ce niveau-là. Puis par la suite, les discussions d'introduction avec le PGEQ, puis tous les membres, que ça a été Stéphane, par exemple, c'est vraiment d'avoir certains guidelines à mettre le focus sur certains éléments. Fait que tant au niveau de la gouvernance, des systèmes internes, de choisir les bons partenaires d'affaires. Donc, pour nous, ce deuxième point-là, l'édition d'introduction avec tout l'ensemble de l'écosystème montréalais, puis on voit que tout le monde veut travailler et coordonner les efforts pour qu'on ait une industrie qui s'épanouisse. Par la suite, c'est quand ça est devenu un peu plus sérieux au niveau de la revue de diligence. Je pense que le point que je veux souligner, c'est une rétroaction qui est juste pertinente et souvent très ciblée aux problématiques qu'on va pouvoir faire face dans notre développement futur. Ne pas avoir eu ça, je crois qu'aujourd'hui, on serait beaucoup en arrière sur certains éléments au niveau de notre développement des affaires ou de comment se positionner pour exporter notre savoir-faire à l'international. Puis, une fois qu'il y a eu l'obtention du mandat dernièrement, il y a eu beaucoup d'éléments opérationnels à être mis en place. C'est développer et adapter des processus robustes, internes. Je pense que l'équipe d'InnoCap a fait un travail excellent pour nous. Fait que c'est vraiment tout ce cadre-là que je crois que l'impact du PGEQ se fait sentir pour Evoves. Puis comment est-ce qu'on se positionne avec tous ces éléments-là qu'on a appris? C'est vraiment d'utiliser le PGEQ comme un levier de croissance pour le futur. Pour nous, c'est un saut d'approbation local avec une portée internationale, parce qu'une fois que les gens avec qui on discute, ils ont une compréhension de c'est qui les acteurs en arrière de ça, ça donne beaucoup, beaucoup de crédibilité à notre histoire. Pour résumer, c'est les impacts du PGEQ pour Evoves. Parfait, merci beaucoup, Carl. Donc, je pense que tout le monde peut constater que le programme s'appelle Gestionnaire émergent, mais c'est des nouvelles firmes, mais les personnes qui sont en arrière de ces firmes-là ont beaucoup d'expérience. On va passer maintenant à la deuxième question. Quels sont les bénéfices d'investir avec un gestionnaire émergent? Et on va laisser la parole à Pierre là-dessus. Merci Stéphane. Il y en a plusieurs, évidemment.
Encore là, je pense que je les réunirais en quatre catégories. La première, ce serait au niveau des rendements ajustés pour le risque. Je pense qu'il y a de nombreuses études académiques qui ont été publiées à travers les années qui ont démontré la capacité des gestionnaires plus petits et plus agiles à extraire de l'alpha d'occasions, de secteurs qui sont souvent inaccessibles à des grands gestionnaires à cause de leur taille, puis des positions qu'ils doivent prendre, de la taille des positions qu'ils doivent prendre pour établir leur portefeuille. Donc, cette opportunité-là, en réalité, conduit à un potentiel d'amélioration des rendements ajustés pour le risque, puis aussi à des rendements qui sont non corrélés ou moins corrélés avec le reste du marché parce qu'on réussit à extraire de la valeur ajoutée de secteurs où les plus grands gestionnaires, là où la majorité du capital institutionnel est alloué, n'ont pas les moyens d'investir. En deuxième lieu, et c'est un élément qui, je pense, est très important pour beaucoup d'investisseurs. Lorsqu'on parle de l'alignement des intérêts, les gestionnaires émergents sont généralement fondés par les gestionnaires de portefeuilles principaux. Le capital, leur propre capital est investi dans leurs solutions de placement. Le capital des employés est investi dans les mêmes solutions de placement. En fait, c'est pas juste leur quotidien, leur travail, leur emploi, c'est leur entreprise, c'est toute leur vie qui tourne autour du succès de ces entreprises-là. Et ça, c'est un élément d'alignement d'intérêt ou un facteur d'alignement d'intérêt qui est assez unique aux gestionnaires émergents. Donc, évidemment, lorsqu'on fait affaire avec des plus grands gestionnaires, il y a d'autres façons d'aligner les intérêts. Mais c'est très rare qu'on va trouver des gestionnaires qui ont une telle proportion de leur risque personnel, disons-le comme ça, qui sont alignés avec leur emploi au quotidien. En troisième lieu, encore là, nos investisseurs nous le répètent de façon très fréquente. C'est l'accès qu'ils ont aux principaux décideurs, aux principaux gestionnaires de portefeuille, qui est aussi beaucoup plus facile, beaucoup plus fréquent que ce qu'ils peuvent avoir avec des grands gestionnaires. Donc, pour discuter de notre recherche, dans notre cas, évidemment, on est spécialiste en recherche fondamentale, donc on fait beaucoup de recherche en interne. C'est de l'information qui est intéressante pour beaucoup de nos investisseurs et d'avoir la chance d'en discuter avec les décideurs de la firme de façon systématique, de façon très ouverte sur nos perspectives de marché pour comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait. Ça a une grande valeur ajoutée qui est, encore une fois, beaucoup plus difficilement accessible au niveau des grands gestionnaires parce que généralement, les allocateurs ou les investisseurs vont travailler avec les représentants plutôt qu'avec les gestionnaires de portefeuille. Et en quatrième lieu, et ça, je pense que c'est un bénéfice qui est beaucoup plus large, qui n'est pas nécessairement pour les allocateurs ou pour les gestionnaires principalement, mais c'est tout le concept de création de richesse collective localement qui vient avec le soutien qui est offert à la prochaine génération de l'industrie financière. Et ça, je pense que ça comporte des bénéfices à long terme qui sont beaucoup plus larges pour l'ensemble de la communauté et qui ont une valeur inestimable, je pense, pour tous les gens qui assistent au webinaire aujourd'hui. Très bon résumé, Pierre. Je pense que ça fait pas mal le tour. Donc, à moins que nos deux autres invités aient des choses à ajouter, je passerai maintenant à la troisième question. Donc, c'est beau. Donc, troisième question, quels sont les défis d'un gestionnaire émergent? Puis, on va commencer avec Carl. Oui, en fait, les défis, je pourrais les mettre, là, surtout avoir une cohérence entre la vision, la mission que la firme se donne, puis l'exécution à long terme. Je pense qu'en étant une petite firme en développement comme Evoves, c'est de s'assurer que cette cohérence-là soit maintenue au jour le jour. Donc ça, je pense que c'est un défi qui est vraiment plus interne. Par la suite, pour très spécifiquement à Evoves, étant donné qu'on utilise une technologie émergente, il y a un gros processus d'éducation à faire pour les investisseurs. Fait que pour nous spécifiquement, je vous dirais qu'on essaie de passer beaucoup de temps à soit bien expliquer, faire un peu des teach-ins comme on l'a fait lors de notre processus de sélection. Donc, ça fait partie un peu de nos défis très spécifiques à nous. Puis par la suite, je pense que c'est toujours un peu la survie, le temps de faire ses preuves. Puis le PGEQ, c'est un de ces éléments qui vient vraiment avoir un impact significatif pour nous.
Ça nous permet de continuer à ajouter des ressources nécessaires pour la croissance. Je vous dirais peut-être plus spécifiquement avec l'écosystème qui s'est développé au cours des dernières années, c'est vraiment d'avoir un actif sous gestion qui est acceptable pour avoir des mandats significatifs. Souvent, c'est un peu un problème de l'œuf ou la poule, que c'est des minimums d'actifs sous gestion, mais si tu n'as pas ces minimums-là, tu ne peux pas être sélectionné. Puis tu ne veux pas nécessairement mettre des efforts à aller chercher des montants au niveau plus retail, façon de parler. Donc, je te dirais là, que si j'avais highlighté la distribution, ce serait un des éléments aussi qu'on identifie comme un de nos défis actuellement pour Evogas. Excellent. Merci, Carl. Amira. Oui, merci. Merci Stéphane et merci Carl. Je pense que Carl a vraiment le sommaire pour un gestionnaire en émergence. C'est vraiment, comme on dit, the elephant in the room, l'éléphant dans la pièce, vraiment la levée des actifs sous gestion. Je pense que c'est le challenge numéro 1. Le challenge numéro 2, je dirais, c'est, en tout cas, ça a été notre expérience à Applied Research. Vous pouvez avoir un track record qui est exemplaire. Vous pouvez faire un investissement institutionnel relativement important. Vous pouvez avoir tout ça, mais je pense que le plus gros challenge, c'est ce qu'on appelle le unconscious bias. Quand vous commencez en tant que gestionnaire en émergence et vous êtes vraiment à ce point d'inflexion, vous êtes en pleine, vous commencez votre croissance. Je pense que pour nous, c'est vraiment revenir vers l'allocateur institutionnel et donner la confiance qu'investir dans un gestionnaire en émergence est un bénéfice, que l'infrastructure institutionnelle est là, etc., etc. Donc, c'est constamment, si vous voulez, on est jugé de manière constante et quelque part, on a toujours ce unconscious bias, ce biais inconscient, où on vous considère comme un gestionnaire en émergence. Et c'est vraiment pour nous, à ce stade-ci, c'est vraiment passer le cap de gestionnaire en émergence à un gestionnaire qui peut être considéré dans les appels d'offres, etc., au même titre que d'autres gestionnaires. Je pense qu'à ce stade-ci, c'est le challenge de Applied Research et c'est une opportunité aussi, comme Pierre le mentionnait. Je pense que l'avantage, c'est d'avoir créé cette relation, d'être partenaire avec les allocateurs qui ont et les clients et répéter le même message sur le processus, sur l'infrastructure, sur le track record qui lui est là et donc n'est pas à débattre. Je veux dire, tout le monde a choisi probablement cette industrie parce qu'elle est très quantifiable. Donc, je pense que pour nous, en tout cas, à Applied Research, c'est le challenge numéro 1, bien sûr, dans la levée d'actifs. Le troisième point que je pense qu'il y a un challenge pour non seulement les gestionnaires en émergence, mais aussi les gros gestionnaires, c'est dans ce contexte, bien sûr, de Covid, la relation, le business development, la levée de fonds, etc., dans un contexte qui est un peu où tout le monde a dû apprendre un petit peu sur le tas. Personne n'est né dealant avec cet environnement Covid. Donc, je pense que c'est une opportunité pour les gestionnaires en émergence d'être vraiment d'aller vraiment à pied égal avec les plus gros firmes dans le marché. Excellent point, Amira. Pierre, on va t'écouter là-dessus. Je pense que Carl et Amira ont fait un très bon survol des défis. Peut-être que le seul que je rajouterais, c'est le défi continuel qui est lié à l'allocation des ressources. Donc, autant l'allocation des ressources financières que l'allocation des ressources humaines, donc du temps. Évidemment, lorsque il y a moins de capital, moins de revenus et moins d'employés, tout le travail qui doit être fait pour lancer la firme, pour faire grandir la firme, pour structurer des fonds,
construire l'infrastructure informatique, l'embauche des premiers employés, tout ce qu'on doit faire pour lancer la firme, puis ensuite de ça, la faire fleurir, c'est réparti sur une base de capital qui est beaucoup plus mince et sur excusez l'anglicisme, des man-hours qui sont beaucoup moins nombreuses et qui sont souvent celles des fondateurs qui sont aussi des gestionnaires principaux. Donc, à ce point de vue-là, je pense qu'il y a un défi qui est non négligeable, c'est que ces gens-là doivent continuellement essayer d'équilibrer l'allocation de leur temps et de leurs ressources entre ce qui va ultimement être le plus important, c'est-à-dire la gestion du capital et la performance de leur portefeuille et la gestion de leur firme au quotidien. Parfait. Merci beaucoup, Pierre. On va maintenant aller à la 4e et dernière question. Quelle est votre application ou positionnement concernant, dans le fond, l'ESG que vous gérez pour les clients du PGEQ? Donc, on va commencer avec Amira. Oui, je voulais juste, avec Pierre, je pense que ce sont des challenges qui sont spécifiques. Chaque firme est différente et je voulais juste souligner ça. Pour ce qui est de l'approche ESG ou ESG, donc au sein d'Applied Research, on a vraiment passé à peu près 5 mois quand on a commencé Applied Research à analyser ESG, essayer de comprendre ça et on a décidé de vraiment rester fidèle à notre ADN, comme on dit, et faire toute notre recherche vraiment fondamentale à l'interne. Et notre recherche ESG est aussi une approche 100% faite à l'interne. Donc, Applied Research n'utilise pas de sources externes pour la recherche ESG. Et donc, on utilise SASB, la carte de matérialité de SASB, qui vraiment vous donne les facteurs matériels qui influencent plus de 50% des compagnies dans l'industrie. Donc, alors qu'on analyse de manière fondamentale plusieurs industries, chaque industrie a vraiment des facteurs matériels spécifiques. Une compagnie dans le secteur des semi-conducteurs ne sera pas analysée de la même manière qu'une compagnie dans le produit de consommation. Donc, notre approche est faite aussi par nos analystes et 100% faite à l'interne. C'est vraiment une approche qui nous permet de mitiger le risque parce que le processus d'investissement est un processus qui est prouvé, qui a des chiffres pour les baquer. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que peut-être qu'il y a des facteurs qui ne sont pas inclus dans notre processus d'investissement qui pourraient être évalués et potentiellement évaluer un risque potentiel à long terme. Et nous monitorons donc ces risques et prenons aussi des décisions d'investissement en fonction de notre recherche. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à Carl. Oui, pour nous, il y a un grand défi, étant donné qu'on a un processus qui est systématique, c'est vraiment l'intégration reliée aux données. Puis, les données ESG dans le processus quantitatif, un des problèmes qu'il y a, c'est que les scores ne sont pas très corrélés dépendamment des fournisseurs. Fait qu'il n'y a pas encore une uniformité dans les fournisseurs. Donc, pour nous, il y avait ce grand défi-là qu'on a dû relever. Puis, il y a aussi le concept d'autopublication donner une note soi-même des compagnies versus d'avoir des sources externes. Fait que dans le fond, pour avoir un alignement avec notre processus d'investissement, on a décidé d'aller avec une base de données qui s'appelle True Value Lab, qui est maintenant été achetée par FactSet. Donc, les avantages que nous, on y voyait, c'est qu'il n'y a aucune donnée qui est auto-publiée. Ils vont faire l'analyse avec l'aide d'algorithmes d'apprentissage machine, intelligence artificielle, d'à peu près 100 000 sources de données externes. Ça peut être des petits journaux locaux dans toutes les langues. Il y a une catégorisation qui va se faire aussi selon SASB. Puis, pour nous, il y a une publication qui est quotidienne. Donc, s'il y a des événements, il y a un élément d'adaptation qui va venir de cette base de données. L'intégration qu'on en fait chez Evoves, c'est vraiment d'avoir, dans le processus de construction de portefeuille, c'est qu'il y a une contrainte où on va s'assurer d'avoir, grosso modo,
un score qui est à peu près 10% plus élevé que l'indice de référence ou le benchmark. Pour nous, les défis qui étaient reliés à ça, c'est vraiment de voir s'il y avait une certaine uniformité avec les signaux qu'on était capable d'aller chercher également pour la génération d'alpha. Ça reste encore un défi pour nous, mais les critères ESG, on est soucieux de ces éléments-là, c'est comme ça qu'on les intègre pour l'instant. Également, on va faire un processus d'exclusion, comme tout ce qui est le tabac, c'est exclu de facto de notre univers d'investissement. Parfait. Merci, Carl. Et Pierre? Dans notre cas, c'est un petit peu particulier parce que on est spécialiste de recherche fondamentale sur principalement les petites et les moyennes capitalisations nord-américaines. Et ça, dans ce secteur-là, évidemment, l'accès à de l'information indépendante, de la recherche indépendante sur les facteurs ESG ou les risques extra-financiers, c'est assez limité. Donc, dans beaucoup de cas, les gestionnaires de portefeuille n'ont pas d'autre choix que de se fier à leur propre recherche, à leur discussion avec les entreprises. Et les investisseurs, eux autres, n'ont pas le choix de se fier aux paroles des gestionnaires parce que même pour l'évaluation des portefeuilles, il y a des outils qui existent, mais je pense que dans beaucoup de cas, il y a un risque de greenwashing où est-ce qu'on veut tout simplement avoir une cote, on veut tout simplement avoir un positionnement ESG juste pour pouvoir dire qu'on l'a, alors qu'en réalité, lorsqu'on regarde la façon d'intégrer la recherche sur les facteurs ESG à proprement dit, dans le small cap, c'est quelque chose qui est quand même difficile à faire. De notre côté, chez LionGuard, on a juste de par notre philosophie de placement, on est naturellement porté à sous-pondérer ou à éviter des entreprises du secteur des ressources naturelles qui représentent souvent des profils de risque ESG qui sont plus problématiques. Et de par notre travail de recherche fondamentale qui est fait par l'entremise des échanges qu'on a avec les entreprises, puis c'est un contexte de proximité qui est très particulier dans le small cap. Donc, nous, une partie de notre processus, c'est vraiment de bien comprendre de fond en comble les entreprises dans lesquelles on investit, leur modèle d'affaires, les facteurs qui vont influencer leur succès à long terme. Donc, on va vraiment travailler de près avec les directions des entreprises. Et ça nous permet d'obtenir, je pense, beaucoup plus d'informations sur les risques extra-financiers qui affectent ces entreprises-là, qui serait autrement possible pour nous d'en obtenir en essayant de le faire par l'entremise de publications de tierces. Excellent. Bien, merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, en fait, aux trois à être présentiels. Je suis certain que toutes les personnes présentes vous applaudiraient. Donc, c'est des réponses très claires, très éclairantes. C'est très important de dire que tous les gestionnaires doivent justement intégrer les risques ESG, doivent devenir signataires des PRI. Et pour les investisseurs, ben, pour vous, ça peut devenir un investissement d'impact en investissant dans les gestionnaires, dans le fond, dans le PGEQ. Donc, avant de vous laisser, on avait une petite question, dans le fond, pour Amira. Si tu veux juste peut-être nous donner des pistes. Une question, c'est est-ce qu'il y a un bon moment ou une stratégie particulière pour un gestionnaire qui voudrait aller, exemple, aux États-Unis, avec des programmes un peu comme le PGEQ, étant donné que vous avez une expertise là-bas, vous avez développé un peu là-bas, peux-tu nous entretenir peut-être un petit 30 secondes, 1 minute là-dessus sur ton expérience? Oui, bien sûr. Ce que j'ai vu dans les 3 dernières années, je pense qu'il y a beaucoup de demandes pour les produits internationaux, donc AQE ex-US ou les produits IFI internationaux. La plupart des fonds ici ne croient pas tellement en la gestion active pour le US, mais croient plus en gestion active au niveau international. Ça, c'est numéro 1. Le point numéro 2, j'ai vu une question aussi, si je peux me permettre, quel est le bon moment pour commencer la levée si on n'est pas enregistré aux États-Unis. J'encourage vraiment tout le monde
à commencer leur développement d'affaires aux États-Unis le plus tôt possible. C'est une question de temps, c'est un cycle de vente qui est très long, qui peut prendre 3 ans à 5 ans. Donc, le plus tôt on commence, le mieux. Il se trouve qu'aux États-Unis, pour être enregistré avec les régulateurs, le SEC, il y a certains des États, comme l'État par exemple de New York, où vous avez besoin seulement de 25 millions d'actifs sous gestion. Vous êtes enregistré avec les régulateurs, vous avez 25 millions, avec 25 millions d'actifs sous gestion et vous pouvez vous enregistrer, mais vous devez, au bout d'une certaine période, je ne me rappelle plus si c'était 6 mois ou 3 mois, ou avoir donc le temps de vous enregistrer de manière en belle et due forme. Mais vous avez donc cette période de 3 à 6 mois où vous pouvez vous enregistrer sans avoir les actifs et les régulateurs vont vous contacter pour vous demander donc au bout de cette période-là ces actifs. Mais j'encourage vraiment tout le monde de commencer le plus tôt possible à partir du moment où vous avez un track record, donc un historique de rendement, à partir du moment à vraiment initier ces discussions et à éduquer les allocateurs sur vos stratégies. Excellent. Donc, merci beaucoup encore à vous trois. Je vais maintenant passer la parole à Caroline et Florian pour la suite. Merci beaucoup, Stéphane. Je me joins à toi pour remercier également chaleureusement Pierre, Amira, Karl. Je pense que vous avez donné chacun beaucoup de concret sur l'impact qu'a le PGEC par rapport au développement de vos affaires, sur les bénéfices également qu'un tel programme peut offrir par rapport à un investisseur institutionnel qui souhaite travailler étroitement avec une firme de gestion émergente, et puis les défis réels et tangibles aussi auxquels vous êtes confrontés en tant qu'entrepreneur financier au quotidien, et puis les pistes de solutions que vous avez trouvées pour pouvoir les surmonter. Donc, merci beaucoup pour ces témoignages qui, je pense, a été extrêmement éclairant. Sans plus tarder, je vais appeler également Caroline, directrice du PGEC, à prendre la parole pour la suite de notre webinaire. Au cours des prochaines minutes, vous allez avoir l'opportunité de pouvoir découvrir davantage les firmes de gestion qui viennent d'intégrer récemment le PGEC à la suite de l'investissement additionnel de 110 millions de dollars dont nous parlions tantôt. Donc, Caroline, à toi la parole. Merci Florian, merci Stéphane et nos panélistes. Donc, 110 millions qui a été déployé le 1er mars, ça a généré beaucoup de travail pour INOCAP, pour les membres du comité aussi. Comme Caroline l'a expliqué, c'est un long processus, donc c'est des questionnaires d'éligibilité, c'est une première présentation pour valider l'intérêt du comité aviseur pour la stratégie puis le positionnement institutionnel, qui est ensuite suivi d'un processus complet de vérification diligente avec INOCAP. Donc, le capital a été déployé progressivement. Je tiens aussi à remercier les gestionnaires actuels du PGEQ qui ont géré temporairement de l'actif, puis pour eux, ça fait des variations, donc ça peut faire des variations importantes qu'ils doivent reporter là, dans leur questionnaire et puis dans leur discussion avec les investisseurs potentiels. Alors, le premier fonds qui a été lancé en mars, c'est Evovest Capital avec le Fonds d'action mondial. Et comme vous savez, on était déjà en discussion avec eux depuis plusieurs années. Donc, je vais laisser Karl vous présenter sa stratégie. Merci, Caroline. Je vais partager mon écran. Ce ne sera pas bien long. Est-ce que tout le monde peut bien voir la slide? J'imagine que oui. Donc, avant d'aller plus profondément dans qu'est-ce qu'on fait, je vais juste présenter un petit peu l'équipe d'Evovest. On est vraiment une équipe qu'on veut être multidisciplinaire, combiner les expertises de chacun d'entre nous pour faire la gestion de portefeuille, le processus d'investissement et tout gérer. À ce niveau-là, on peut voir, moi-même, j'ai une expertise là, au préalable là, chez Intact Gestion de placement avec des mandats plus d'actions canadiennes et américaines, avec un mandat quantitatif au niveau des actions nord-américaines également. Il y a Jérémy, qui est un peu notre chef des sciences, où il y a eu une expertise là, dans la recherche et développement
chez Intact et chez Element AI. C'est un actuaire de formation. Donc, Jérémy a vraiment une facilité avec tout ce qui est la technologie et développer des systèmes là, pour EvoVest. Guillaume, il a une expertise opérationnelle dans les grandes firmes comme CIBC, PSP, l'implémentation de plusieurs systèmes. Donc, ça vient faire la boucle, là, si on veut, là, de tout ce qui est la gestion de portefeuille, l'opérationnalisation, tout le travail qui a été fait aussi avec le PGEQ. Nous, on essaie de toujours de mettre la technologie en premier plan. Donc, on essaie de développer nos propres systèmes. Donc, c'est avec l'équipe un peu cœur. Puis, on rajoute des membres, là, justement, grâce au mandat du PGEQ. C'était directement relié à ça. On a engagé 2 nouvelles personnes, Maxime et Don, qui se sont joints à nous dans les dernières semaines, qui vont venir supporter le développement de la recherche et développement et le processus opérationnel chez EvoVest. 2 figures que vous connaissez probablement plus, Benoît Robert, là, qui est celui qui est en charge du développement des affaires. Longue carrière en vente institutionnelle chez TD. Fait que Benoît, au jour le jour, c'est lui qui s'efforce de nous représenter pour développer EvoVest, tant localement au Canada qu'à l'international. Et également, Michel Tremblay, là, qui est sur notre conseil d'administration, qui est le président du conseil. Michel, on est très chanceux de le compter parmi nous. Il nous aide beaucoup avec la vision stratégique d'EvoVest. Donc, EvoVest, c'est quoi qu'on fait? C'est quoi notre philosophie vraiment? Je peux le résumer en une phrase. C'est une source d'alpha différenciée en combinant l'expertise en investissement et à l'apprentissage machine. On peut penser que c'est vraiment là, une évolution des stratégies quantitatives classiques. Vraiment, les résultats qu'on va avoir, c'est un alpha qui va être différencié en combinant l'expertise fondamentale des données puis l'apprentissage machine, on va avoir une génération d'alpha qui ne sera pas associée à des smart beta ou des modèles multifactoriels qu'on est plus habitué avec la finance quantitative ou les fameux portefeuilles premier quintile, 5e quintile dans cette perspective-là. Donc, vraiment, on essaie d'avoir une systématisation du stock picking. Quand on va faire notre attribution de performance, on va se rendre compte que la majorité de la valeur ajoutée va venir de cette source-là et non de l'allocation. Donc, nous, qu'est-ce qu'on s'efforce à faire? C'est vraiment de définir l'architecture et d'utiliser la technologie et les données. Si, grosso modo, le survol de la méthodologie de notre processus d'investissement, il y a 3 grandes étapes. 1, la collecte de données. C'est là qu'on va aller chercher toutes les données, tant fondamentales, tous les ratios que vous pouvez imaginer, les données macroéconomiques pour s'assurer qu'on situe bien notre processus ou l'apprentissage des algorithmes dans une situation spécifique, fait que la courbe des taux ou ce qui est le prix du pétrole, ces éléments comme ça. Après ça, on va modéliser l'alpha. C'est là qu'on se différencie beaucoup on veut, là, de la finance quantitative factorielle. Fait que nous, qu'est-ce qu'on essaie vraiment de faire là, pour imager, c'est qu'on va prédire une distribution d'un rendement excédentaire pour chaque compagnie, on va dire à chaque mois ou à chaque semaine. Donc, on va préférer une courbe verte à une courbe rouge parce qu'il y a un alpha espéré plus grand, mais aussi, on va avoir une mesure de risque de quantifier notre certitude par rapport à ça. Donc, on va préférer une courbe verte qui est plus certaine qu'une courbe bleue qui est plus incertaine. C'est vraiment là où la modélisation de l'alpha, on va utiliser l'apprentissage machine et les technologies d'intelligence artificielle pour parvenir à cette prédiction-là avec les données qu'on va avoir au niveau des marchés. Par la suite, il y a une constitution de portefeuille. Vous pouvez vous imaginer qu'on va faire une optimisation avec les contraintes d'une politique d'investissement et on va aussi venir utiliser l'incertitude qu'on va mesurer sur nos prédictions pour s'assurer qu'on va avoir un portefeuille qui va être équilibré avec un sens pour le risque. Donc, comme je mentionnais tantôt, on avait un grand défi au niveau de l'ESG. Je voulais juste vous démontrer là, comme un peu plus visuellement comment chez EvoVest on l'intégrait. Si on prend par exemple à une date spécifique, comme le graphique à droite, là, si vous voyez, en date, mettons, du 30 juin, la distribution de l'indice de référence est en gris, puis le portefeuille d'EvoVest est en bleu. Fait que nous, de notre côté, là, on va s'assurer qu'on va toujours avoir un petit tilt ou si on va avoir une conscience par rapport à ces enjeux-là. Puis le portefeuille il va toujours être garanti d'être supérieur à l'indice, comme grosso modo, d'environ 10 %. Avec tout ça, qu'est-ce que le premier produit de notre savoir-faire, c'est qu'on a un portefeuille d'actions mondiales. On peut penser que le portefeuille d'actions mondiales est construit de plusieurs blocs. Fait qu'on va avoir un bloc canadien, un bloc américain, un bloc européen,
un bloc asiatique, et on est capable de les combiner ensemble pour créer un portefeuille d'actions globales. Jusqu'à maintenant, on est très satisfait des résultats. On a lancé la stratégie en janvier 2019. On s'approche de notre 3 ans d'historique de rendement, qui est vraiment une étape clé là, pour plusieurs gestionnaires en émergence des programmes. Donc, ceci dit, c'est dans cette stratégie-là que la PGEQ a investi, puis ça nous permet de continuer notre croissance. Pour terminer, la chose que je voudrais que vous gardiez en tête, c'est vraiment le processus qui se différencie en utilisant la technologie, l'expertise l'expertise en investissement, qui va faire en sorte qu'on va avoir un alpha qui va être différencié. Et également, on va être capable d'avoir un processus là, qui s'adapte à vos besoins avec les building blocks mentionnés au préalable. Donc, c'est tout pour moi. Merci, Carl. Merci pour ta présentation. Et je pense que c'est un bel exemple en termes de support du PGEQ puis la croissance qui a été faite pour la firme. Maintenant, j'inviterai Philippe Heinz, président-directeur général de Tonus Capital, à venir présenter son fonds de petite capitalisation américaine qui a été lancé en mars avec le PGEQ. Philippe était déjà en discussion depuis quelques années avec le programme, avait initialement présenté une stratégie nord-américaine. Je serais pu bénéficier là, de la rétroaction des membres du comité. Donc, Philippe, je te laisse la parole. Parfait. Donc, merci. Bonjour à tous. Je suis Philippe Heinz, président, gestionnaire de portefeuille et fondateur de Tonus Capital. Et je suis bien heureux de pouvoir vous donner un bref aperçu de ma firme. Alors, je commence avec notre mission qui va comme suit. En utilisant nos propres analyses, nous travaillons constamment à maximiser les rendements de notre portefeuille d'actions en prenant des décisions d'investissement indépendantes conformément à nos principes de gestion responsable. Donc, notre approche se concentre sur la recherche fondamentale. Mais le mot-clé de notre mission, c'est vraiment le mot « indépendante ». Mon équipe d'analystes effectue à l'interne nos propres recherches, nos propres lectures des états financiers, nos propres modèles. Notre objectif, c'est d'obtenir une opinion et un point de vue qui est unique et qui est très différent de celui des marchés. Pour nous, c'est le meilleur moyen d'obtenir des bons rendements à long terme sans prendre des risques inutiles. Plutôt que d'essayer de grossir la firme le plus rapidement possible en offrant plusieurs solutions de placement, depuis le début, j'ai concentré tous nos efforts dans un marché, celui qu'on connaît bien, les actions nord-américaines. On ne fait pas d'action mondiale, ni d'obligations, ni de gestion de patrimoine. Nous sommes vraiment focusés sur la gestion de nos fonds. Cette approche fonctionne bien, incluant la crise financière de 2008 et la pandémie de 2020. Nous avons obtenu de très bons rendements positifs. En termes d'historique, nous gérons depuis 2007 une stratégie nord-américaine toute capitalisation, notre fonds Tonus Partenaires. Nos rendements historiques favorables nous ont permis d'ajouter environ 200 partenaires qui ont investi avec nous dans ce fonds. Au cours des années, je me suis rendu compte que cette stratégie répond aux besoins des individus et de certains family office, mais que sa flexibilité fonctionne moins bien dans un cadre institutionnel. Donc, en 2019, nous avons décidé de lancer à l'interne une extension de ce fonds pour mieux répondre aux exigences institutionnelles qui trouvaient notre fonds trop flexible et difficile à classer. Nous avons démarré un fonds strictement concentré sur les petites capitalisations américaines, qui est une catégorie qui a historiquement représenté environ 50% de nos investissements. Nous utilisons donc la même approche, les mêmes analyses, la même rigueur, mais on ajoute dans ce fonds-là les contraintes institutionnelles telles que la diversification et le niveau d'encaisse. Les rendements annualisés du fonds Petite capitalisation américain depuis son lancement en octobre 2019 est de 31% et nous avons surpassé l'indice Russell 2000 par plus de 500 points de base depuis le lancement. Et depuis mars 2021, bien, le PGEQ est investi dans cette stratégie et nous avons donc une structure en place non seulement pour continuer dans la même approche, mais aussi pour faire grossir nos actifs sous gestion. Alors, pourquoi les petites capitalisations? Eh bien, historiquement, elles offrent des meilleurs rendements que les grandes. Peut-être pas au cours des dernières années, mais à long terme, nous croyons que cette catégorie demeure très porteuse
particulièrement avec la disparité d'évaluation qu'on peut observer présentement. Les petites capitalisations sont aussi un excellent mariage avec notre style de gestion fondamentale. Plusieurs de ces titres-là sont peu ou pas suivis et nos recherches indépendantes nous permettent de découvrir, avant les autres, d'excellents titres. Notre alpha vient de notre sélection de titres, basée, encore une fois, sur nos recherches, et notre portefeuille est très différent d'un portefeuille passif, indiciel ou de style momentum. Finalement, notre approche de style valeur, je veux être clair qu'on recherche de la croissance dans les compagnies que nous analysons, mais encore plus important pour nous, c'est l'évaluation et l'escompte qu'on peut obtenir basé sur nos analyses indépendantes. On pense que ça réduit grandement le risque que nous prenons avec nos investissements. Un mot sur notre équipe. De mon côté, j'investis dans les petites capitalisations américaines depuis près de 20 ans. Je connais donc très bien le marché. Je me suis entouré de 3 analystes que j'ai tous initialement connus lorsqu'ils ont pris le cours d'investissement que j'enseigne à l'Université Concordia. La grosseur de notre équipe nous permet d'une part d'analyser un nombre élevé de compagnies, mais aussi on demeure assez petit pour rester agile et prendre nos décisions rapidement. Pour le développement des affaires, Sébastien est avec moi depuis 10 ans et il pense que l'obtention du mandat PGEQ est un excellent tremplin pour nous. Le PGEQ se veut un investissement d'impact. Soyez certains qu'il y a eu un impact sur Tonus Capital. En plus de nous permettre de structurer en fond notre stratégie, l'investissement du PGEQ nous a permis de faire l'embauche d'un analyste et aussi nous avons entrepris, conjointement avec l'Université Concordia, de faire une analyse ESG approfondie sur chacun des titres que nous détenons. Je pense que le Québec a vu plusieurs gestionnaires de petites capitalisations émerger au cours des dernières années, et ça grâce à l'appui des caisses de retraite ici. Donc, je pense que Tonus peut répliquer ce succès-là. Nous avons prouvé au cours des 13 dernières années que nous sommes bons avec la sélection de titres et nous avons une excellente expertise dans les petites capitalisations américaines. Nous espérons entrer en contact avec plusieurs d'entre vous au cours des prochains mois pour vous expliquer en détail notre approche et vous permettre de croître avec nous. Alors, merci de votre attention et de votre intérêt dans les gestionnaires du PGEQ. Merci beaucoup, Philippe. On voit très bien comme quoi la croissance d'actifs sous gestion du PGEQ permet d'encourager des nouvelles firmes, mais aussi de lancer des nouvelles stratégies plus niches. Alors, je te remercie. Je vais maintenant inviter Daniel Thompson, vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Lorne Steinberg Gestion de patrimoine. Le fonds d'obligations à haut rendement a été lancé depuis juillet. Et Lorne Steinberg aussi avait été en discussion avec le PGEQ au cours des dernières années. Et c'est vraiment la croissance d'actifs qui nous a permis d'allouer une allocation dans leur stratégie. Merci, Caroline, et merci à tout le monde. J'aimerais juste commencer par dire un gros merci à PJAC, au comité aviseur et à InnoCap. On a passé à travers le processus de due diligence qui était difficile des fois, mais on a beaucoup appris et ça a grandement amélioré notre firme juste passer par le processus. Il y a déjà eu beaucoup de changements chez nous à cause de ça. On est excité et honoré d'avoir le mandat pour les obligations haut rendement. Donc, juste rapidement, reviser c'est qui Gestion de patrimoine Lorne Steinberg, fondée en 2009, bien sûr par Lorne Steinberg, qui est ici avec nous aujourd'hui, il est toujours chez nous. On est rendu maintenant avec 12 employés, donc 8 sont des analystes de recherche ou des gestionnaires de portefeuille. On est chanceux parce qu'on a quand même si la firme est fondée en 2009, existe depuis une douzaine d'années, on a beaucoup d'expérience à l'interne. Je nommerai pas le nombre d'années d'expérience de quelqu'un comme Lorne ou moi ou d'autres membres de notre équipe, mais on a beaucoup d'expérience côté mandat, stratégie d'action, stratégie d'obligation. Donc, on compte sur ça pour l'avenir et on a déjà, suite aux recommandations de PGEQ, de InnoCap, on a déjà engagé un nouveau gestionnaire de portefeuille, analyste de recherche pour nous aider
sur le côté fixed income, revenu, obligations, haut rendement. On gère, comme j'ai dit tantôt, 3 mandats principaux. Action mondiale, toujours avec un style valeur. Action canadien, style dividende, croissance dividende avec un style valeur. Et bien sûr, le mandat qui a été conféré par PGEQ, qui est obligation haut rendement. J'aimerais juste parler rapidement de tout ce qui est ESG et PRI. On sait que c'est important. Nous autres, on pense qu'on a toujours incorporé des éléments d'ESG et de PRI dans notre analyse d'investissement, mais suite encore aux recommandations du comité aviseur de PGEQ et de INOCAP, un de nos membres, un de nos gestionnaires de portefeuille est déjà en cours d'obtenir le certificat en ESG Investing offert par l'institution CFA. Et on a fait application également pour le UNPRI pour devenir membre de cette association-là. Je pense que c'est très important, surtout le overlay que ça va nous permettre de mettre sur une portefeuille d'obligations haut rendement. C'était mentionné tantôt qu'il n'y a pas beaucoup de recherche ou pas beaucoup de rating qui s'applique aux obligations haut rendement. C'est un secteur du marché de l'industrie qui est beaucoup moins transparent que d'autres. Alors, nous autres, on pense que le fait qu'on fait toute notre recherche à l'interne, le fait qu'on va avoir un overlay, une expertise côté ESG et PRI en ce qui concerne les obligations haut rendement, va nous donner un avantage, va nous démarquer de notre compétition en termes de capacité de bien conseiller nos investisseurs de ce côté-là. Le mandat, si on peut changer de diapositive, s'il vous plaît. Le mandat qui est accordé par PGEQ est le mandat obligation haut rendement, en anglais High Yield Bonds. Le plus gros marché d'obligations haut rendement au monde existe aux États-Unis. Si je ne me trompe pas, la dernière fois que j'ai checké, 1,5 trillion de dollars. Donc, la grande majorité dans le portefeuille obligations haut rendement se trouve aux États-Unis. Il y en a quelques-uns au Canada également. Mais toutes les industries, tous les secteurs qu'on peut rechercher sont déjà existants aux États-Unis. On a l'embarras du choix, beaucoup de liquidités. C'est possible de bâtir un portefeuille très diversifié d'obligations haut rendement juste en allant aux États-Unis. L'embarras du choix est là, comme je disais tantôt. On utilise nos propres outils de recherche. On met ensemble un portefeuille bien diversifié d'obligations haut rendement, très, très important d'être bien diversifié parce que le risque dans les obligations haut rendement, c'est le risque de défaut. Ce n'est pas le risque de direction des taux d'intérêt, direction économique, etc. C'est le risque de défaut. Très, très content de vous expliquer ça parce que c'est un sujet qu'on peut en parler pendant des heures et des heures, mais toute notre recherche est faite à l'interne et toutes nos positions sont uniquement des positions acheteurs, en anglais « long only ». Donc, on n'est pas nécessairement des traders, des long short, etc. On est vraiment des investisseurs, des analystes de crédit quand on investit dans des obligations haut rendement. On est des investisseurs à long terme. Très important aussi. Chose importante, les obligations à rendement élevé sont la seule classe d'actifs à revenu fixe qui offre un bon rendement positif dans un environnement de taux d'intérêt en hausse. Ça, c'est très important et très intéressant, surtout dans le contexte de ce qui se produit présentement dans le marché. Je suis encore là, rentré en contact avec notre équipe, très, très content de vous expliquer pourquoi les obligations haut rendement vont bien ou fait très, très bien dans une période de taux d'intérêt à la hausse. Selon nous, et je pense que c'est important, la classe d'actifs obligations haut rendement devrait faire partie de l'allocation d'actifs, surtout côté revenu fixe, bien sûr, de n'importe quel investisseur institutionnel. Ça représente une bonne diversification
corrélation n'est pas vraiment avec les obligations traditionnelles. Je viens de l'expliquer pourquoi. Donc, je pense que n'importe quel investisseur institutionnel devrait avoir dans son portefeuille un exposure aux obligations haut rendement. Encore là, rentrez en contact avec nous autres, fera un plaisir de vous expliquer pourquoi. Là, on embarque suite à l'argent à capital qui a été injecté par PGEQ. On embarque dans notre campagne de marketing et on va mettre nos coordonnées en bas. Ça fait un plaisir de parler à n'importe quel allocataire ou d'autres parties intéressées à discuter de n'importe quelle de nos stratégies, mais surtout de notre stratégie obligation haut rendement. Merci. Merci beaucoup, Daniel. C'était un bon momentum pour le PGEQ d'investir dans une stratégie rendement élevé dans le contexte de marché actuel. Alors, merci beaucoup. Et je vais maintenant inviter Vincent Desté, président et co-chef des placements chez Investissement Montmurray, à venir présenter le Fonds d'action marché émergent, qui est notre petit dernier tout juste lancé au mois d'août. Bonjour, donc je représente la firme Investissement Montmurray et donc voici un aperçu de notre firme. Est-ce qu'on peut peut-être avoir la pleine page? Donc, on est un groupe de gestionnaires d'expérience qui se sont unis pour offrir des services spécialisés dans des secteurs qu'on considère qui permettent d'accéder à des sources de croissance diversifiantes et significatives sur le long terme. Et donc, le but, c'est de supporter le succès financier de nos clients. Donc, on se spécialise particulièrement dans les actions des pays émergents et on a aussi une stratégie dérivée de cette recherche-là qui est la stratégie alternative des marchés émergents, qui a un objectif de rendement absolu. Et une autre stratégie d'action globale est notre stratégie éthique, ou communément appelée ESG, qui se trouve à utiliser notre processus d'analyse ESG qu'on a développé à l'interne dans la firme. Donc, j'en parlerai un peu plus tantôt. Je peux présenter rapidement les membres de l'équipe. Donc, comme vous voyez, c'est une hiérarchie assez horizontale. Je dois mentionner que notre structure d'équipe est très inclusive puis est basée avant tout sur la transparence. Donc, on mise beaucoup sur la culture de l'équipe. Le but étant d'obtenir les meilleurs arguments de tous et chacun, et toutes et chacune, je devrais dire, et de s'assurer d'avoir la meilleure information possible dans notre prise de décision. Donc, il y a Keith Porter, qui est co-chef des placements avec moi, qui a plus de 35 ans d'expérience dans les actions des marchés émergents. En fait, il a passé l'ensemble de sa carrière dans ce domaine-là. Et Keith, auparavant, avait été, entre autres, à la Caisse de dépôt et placement du Québec et avait démarré la première équipe d'actions de marchés émergents au Canada. Il gérait plusieurs milliards et avait une bonne équipe sous lui, donc beaucoup d'expérience pour former les analystes et en faire même des gestionnaires très, très aguerris. Il y a Dino Mastroianni aussi qui était à la Caisse de dépôt. Donc, j'aurais peut-être dû mentionner, on est des anciens de la Caisse de dépôt. Donc, Dino Mastroianni, lui, était directeur de la gestion des risques à la Caisse de dépôt et il se retrouve à être le chef de la gestion des risques dans notre équipe. Plus de 25 ans d'expérience, une belle expérience et auparavant, avant la Caisse de dépôt, avait été chez Barra pendant près de 15 ans à Montréal et à Londres. Et dernièrement, on a Mo Mas qui s'est joint à nous, qui a une belle expérience en gestion de fonds et en développement des affaires au sein de la firme CI. Un des fondateurs de la firme est aussi un ancien de la Caisse, mais du côté du revenu fixe, Simon Lamy, qui se trouve à être notre adviseur stratégique senior. Il nous aide énormément au niveau de la stratégie globale. Et Simon, lui, était à la Caisse, il gérait aussi des mandats de plusieurs milliards, tant en long qu'en long cours, et se retrouvait aussi à avoir des responsabilités au niveau d'allocation stratégique de l'institution. On est supporté par des analystes de recherche, donc on mise beaucoup sur la recherche, notre propre recherche fondamentale. Et donc, il y a Simranjit Saluya et Chen Su, qui sont les deux des gradués de la maîtrise en finance à McGill et récipiendaires de nombreuses bourses et prix au mérite. Et on a aussi un analyste, et là, ça fait drôle un peu, on ne voit pas son nom, mais en intelligence artificielle, la raison pourquoi on ne met pas son nom, c'est parce qu'il est en ce moment en train de compléter un doctorat à Polytechnique et il nous aide au niveau de la macroéconomie. Et donc, dans notre firme, on analyse la macroéconomie en 4 composantes. J'en parlerai un peu plus. Et donc, en ce moment, on mise sur l'intelligence artificielle au niveau du sentiment de marché
et combinée avec les tendances économiques régionales. Donc, nos 3 stratégies, j'en ai parlé. Le PGEQ a investi dans la stratégie d'action des marchés émergents. Et je peux parler un peu rapidement de notre processus d'investissement. Notre processus d'investissement est basé sur une philosophie de gestion active, évidemment. Mais tant au niveau macroéconomique qu'au niveau micro ou fondamental. Donc, on développe une vue macroéconomique forte. On structure la macroéconomie en 4 composantes, soit les tendances économiques, bien sûr, mais aussi l'environnement politique, le sentiment de marché que j'ai mentionné et les évaluations, et je dirais plus les évaluations à long terme régionales. Et ça nous permet de déterminer nos expositions régionales, sectorielles, le profil de risque global du portefeuille qu'on souhaite avoir, et tout ça en fonction des thèmes d'investissement, je dirais, qui sont macroéconomiques, puis qu'on veut poursuivre. Et donc, avec cette vue macroéconomique forte, on établit notre construction de portefeuille et ensuite, notre analyse fondamentale nous permet de trouver les meilleurs véhicules d'investissement pour poursuivre ces thèmes d'investissement-là dans des compagnies qu'on veut stables et en forte croissance. Donc, ce qu'on recherche particulièrement au niveau de la recherche fondamentale, au niveau de l'analyse fondamentale avec nos analyses de recherche, c'est des compagnies qui ont une forte croissance des profits, des flux de trésorerie libres importants. Donc, malheureusement, on élimine, heureusement pour nous, mais on élimine souvent les unicorns, même qui peuvent avoir des modèles d'affaires intéressants, mais qu'on va suivre et qui ne vont pas nécessairement dégager des flux de trésorerie assez importants pour nous. On veut aussi des compagnies qui ont un bilan résilient et responsable, donc un échelonnement de la dette qui est réaliste. Et ça, ces 3 facteurs-là sont les facteurs principaux. Évidemment, on regarde une foule de choses, mais c'est les facteurs principaux dans notre stratégie, puis ils ont été démontrés dans différents marchés et à différentes époques comme supportant un ajout de valeur important à long terme. Donc ensuite, on pense qu'après une longue période de recherche fondamentale, on devrait avoir le courage de nos convictions. Donc, notre objectif, c'est d'avoir des portefeuilles concentrés avec une trentaine de titres au plus, et c'est ce qui nous permet de nous démarquer de l'indice de référence de façon significative. Donc, on peut peut-être passer à la page suivante. Merci. Donc, voici les rendements de notre stratégie d'action des pays émergents. Donc, on a commencé à travailler ensemble à l'automne 2018. On a lancé nos stratégies en janvier 2019. Et donc, on voit que notre concentration dans des compagnies, dans un petit nombre de compagnies a été porteuse jusqu'à présent au niveau des résultats. Et on pense que le positionnement macro aussi a permis d'éviter des pièges dans nos allocations en étant plus prudents dans certaines régions et aussi en nous permettant de choisir des sources de rendement importantes en étant plus agressifs dans d'autres. Donc, c'est pour ça qu'on poursuit vraiment le développement de la firme dans ces 2 axes-là. Donc, tant en engageant et en formant des analyses de recherche fondamentales qui pourraient un jour devenir des gestionnaires, qu'en développant notre analyse quantitative et notre analyse macroéconomique, et maintenant en utilisant les outils de l'intelligence artificielle, entre autres. Éventuellement, on voudrait aussi faire de l'analyse de compagnie de cette façon-là et de l'analyse de risque. Donc, le but, c'est vraiment de retourner le plus de pierres possible, d'essayer, avec notre petit groupe, d'aller chercher le plus d'informations possible et toujours pour avoir un travail plus efficace et supporter notre prise de décision. On peut regarder peut-être rapidement la 3e page. Donc ça, je fais juste montrer ça comme un exemple des projets qu'on a dans la firme. Donc ça, c'est notre stratégie des actions éthiques. C'est une stratégie globale basée sur l'indice ACWI. En 2018, on a voulu développer notre expertise dans le domaine de l'ESG et on a cru que le meilleur moyen d'accomplir ça, c'était évidemment d'investir des vrais montants. Heureusement, c'est un travail qui a porté fruit et qui nous a permis, entre autres, de développer nos propres critères d'analyse ESG à l'interne. Donc, on s'est aussi rendu compte très rapidement qu'on ne devait pas suivre les classements les plus populaires et qu'on devait développer notre propre méthodologie. Donc, c'est chose qui a été faite. Évidemment, on continue à développer ça, mais on est très heureux des résultats. Et aussi, on a trouvé d'ailleurs certains titres de notre stratégie d'action des marchés émergents avec cette méthode-là. Donc, on est assez content. Donc, on peut peut-être ramener la caméra vers moi, s'il vous plaît. Donc, je dirais que ce qui définit Investissement Mount Murray le mieux, selon nous, c'est la pertinence de nos services. On se pose toujours les questions, est-ce qu'on peut fournir une valeur significative à long terme dans les secteurs dans lesquels on a décidé d'investir? Et aussi, est-ce qu'on peut faire toujours plus avec moins?
Autrement dit, est-ce qu'on peut travailler plus efficacement? Donc, c'est ces questions-là qui guident vraiment le développement de notre firme. Et on pense que ça nous donne une structure de gestion flexible et agile qui nous permet d'aller chercher, d'aller apporter une valeur significative, ajoutée, importante à nos clients. Et donc, c'est pour ça que même si nos gestionnaires ont des décennies d'expérience, on garde nos yeux toujours tournés vers l'avenir. Et je dirais que dans le futur, on voudrait être reconnu avant tout pour la qualité de notre travail et pas nécessairement pour la taille de notre actif sous gestion, même si, évidemment, on a bien l'intention de le faire grandir. Finalement, on est entièrement basé à Montréal. C'est une ville extraordinaire pour accomplir ce qu'on cherche à faire. Il y a un bassin de finissants d'université qui est très grand. Il y a un savoir-faire énorme au niveau de la finance, au niveau de l'investissement. Et il y a une qualité de vie qui est très appréciée par nos employés et par leurs familles. Donc, on pense qu'on peut apporter une valeur unique avec notre approche différente et je dirais montréalaise. Donc, on est très fiers d'avoir obtenu le mandat du PGEQ dans les actions des marchés émergents. Ça nous permet de bâtir pour continuer à ajouter davantage de valeur dans nos mandats. Et maintenant, on se retrouve dans notre 3e année de feuille de route. Donc, on est très heureux de développer des relations avec les investisseurs d'ici et on a l'intention d'en rencontrer beaucoup au courant de la prochaine année. Merci. Merci beaucoup, Vincent, Daniel, Philippe et Carl pour ces présentations. Je pense qu'à travers vos pitchs, on voit bien que nos gestionnaires locaux ont du talent. Ça, c'est indéniable. On invite très fortement les gens qui assistent aujourd'hui à cette conférence à entrer en contact avec vous, à poursuivre les discussions. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à François Rivard, qui est le président et CEO d'InnoCap. Peut-être pour quelques mots de conclusion, également un petit résumé des discussions d'aujourd'hui, car comme on l'a vu, InnoCap est un acteur très engagé aussi auprès de l'industrie de la gestion d'actifs, et en particulier les émergents au Québec. François, à toi la parole. Merci, merci Florian. Je suis conscient qu'on est presque 11h30, donc je vais tenter d'être bref. J'ai 3 messages. Premièrement, j'ai un bravo, un merci, puis j'ai un état d'esprit à partager avec tout le monde. Mon bravo, c'est aux gestionnaires. Je voulais vous dire bravo pour votre courage, pour votre résilience. Partir en affaires, c'est difficile, puis ça prend beaucoup d'audace, de persévérance, ça prend du leadership, ça prend de l'innovation. C'est un plaisir pour le PGEQ de pouvoir contribuer à votre initiative. Évidemment, vous êtes inspirant, je pense qu'il faut se le dire, et puis il ne faut pas oublier que sans vous, il n'y en a pas de PGEQ. Et ça m'amène moi, je suis tellement fier d'être québécois et de voir comment on a été capable de s'organiser puis de créer un programme qui fonctionne clairement. Puis je rappelle à tout le monde que c'est un des seuls programmes sans but lucratif sur la planète qui existe et qui a autant de succès. Donc, c'est un bravo gestionnaire, bravo à tout le monde d'y participer. Mon deuxième message, c'est un merci. On a remercié le comité, évidemment, Stéphane Corriveau, Talprou et puis Finance Montréal. Je ne veux pas remercier tout le monde, mais je voulais remercier l'apport important et essentiel et très commis de Caroline Cartier et Caroline Bergeron. Qui sont l'image, en fait, et la permanence de ce programme-là. Et sans vous, mesdames, il y aurait possiblement un PGEQ, mais il serait définitivement beaucoup moins dynamique. Et je vais terminer en partageant un état d'esprit. Puis mon état d'esprit dans cette journée un peu pluvieuse, c'est la joie. La joie parce que dans l'exercice, je suis vraiment content. Je pense qu'on devrait tous être très contents. Car puis il y a plusieurs investisseurs qui attendaient un peu d'historique, parce que les investisseurs institutionnels sont dotés de beaucoup de prudence. C'est divisé dans l'exercice. Ils attendaient un peu d'historique avant d'investir dans le PGEQ. Et on a maintenant 5 ans d'historique à mettre de l'avant. Il y a aussi plusieurs investisseurs qui attendaient un peu d'actifs, qui attendaient un peu d'actifs avant de pouvoir investir. On a 400 millions d'actifs maintenant. On est solide, on est institutionnel. On est robuste. C'est clair pour moi, c'est clair pour tout le monde que le PGEQ est là pour rester. Il y a plusieurs investisseurs aussi qui attendaient un petit angle spécial pour pouvoir investir. Pour moi, aujourd'hui, c'est très clair que c'est un investissement d'impact, c'est palpable, c'est un investissement de la diversité aussi, investir dans le PGEQ. Plusieurs investisseurs qui attendaient le support des autres. Si vous regardez autour de la table, puis vous regardez tous les investisseurs, tous les grands sont là.
comme investisseur ou sur le comité, tout le monde est là. Puis finalement, évidemment, les institutionnels, des fois, attendaient un peu de performance. 5 ans de performance. La performance est convaincante, la plus-value aussi, et ça dans les 2 programmes, que ce soit dans l'alternative ou dans le traditionnel. Donc, je suis content. Je suis content de voir qu'on a réalisé tout ça, puis que toutes les réserves sont maintenant adressées. Puis vraiment heureux de voir que dans la prochaine ronde de financement, je suis certain que la majorité des institutionnels vont pouvoir continuer à participer pour atteindre notre objectif qui est d'1 milliard de dollars. On a 400 millions. On peut se dire, oh mon Dieu, 1 milliard, c'est beaucoup, mais 1 milliard, ça représente juste 1% des actifs disponibles des caisses de retraite ex la CDPQ. Donc, ça fonctionne, le PGEQ. Il y a du talent au Québec, c'est clair. Et puis, je vous invite et je continue à vous inviter à participer maintenant que toutes ces réserves-là ont été adressées et éliminées. Donc, Florian, je te passe la parole pour le mot de la fin. Merci beaucoup, François. Je ne vais pas ajouter des remerciements aux remerciements. Je vais être très, très bref, tout simplement pour vous dire que vous encouragez très vivement à poursuivre la conversation avec les gestionnaires d'actifs émergents, ceux qui ont participé aujourd'hui à cette conférence, mais également les nombreux gestionnaires qui ont gradué, qui sont passés à travers le programme au cours des dernières années. Je vais le dire et je vais me répéter, nos gestionnaires ont vraiment du talent. Donc, c'est une invitation très, très forte à rentrer en contact avec eux. Bien entendu, vous pouvez retrouver dans le chat l'ensemble des coordonnées des personnes qui ont présenté aujourd'hui. Les présentations vont vous être partagées également. Puis, j'aimerais aussi vous informer que ce webinaire est enregistré, donc il sera aussi disponible en réécoute. Donc, vous pourrez recevoir tout cela très rapidement. Et puis enfin, je vous invite, comme toujours, à consulter très régulièrement les sections d'événements, donc de Finance Montréal, oui, mais également du PGEC, car on anime très régulièrement la communauté de la gestion d'actifs du Québec ensemble. Et puis on aura, on l'espère, l'opportunité de pouvoir se revoir en personne prochainement. 2 événements qui s'en viennent du côté de Finance Montréal, je m'en voudrais de ne pas le mentionner. Du 4 au 8 octobre prochain, nous avons la première édition du sommet de la finance durable qui va se tenir de façon virtuelle. Et puis également du 27 au 29 octobre prochain, le grand retour du Forum FinTech Canada qui va se tenir lui aussi en format virtuel. Voilà, sans plus tarder, je vous libère, je vous laisse retourner à vos occupations. Encore une fois, merci d'avoir assisté à cet événement et puis on se donne rendez-vous très rapidement. Au revoir.